Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM 105.1, c'est Franco Raptors, votre émission 100% en français, franchement, Raptors avec Mike Laviole et Patrick Bizindavi, tous les samedis sur les ondes de Choc FM 105.1 et bien sûr en rediffusion vidéo sur YouTube et en rediffusion audio sur toutes vos plateformes de podcast, de balado. On a beaucoup à parler aujourd'hui avec Patrick Bizindavi, mais d'abord, salut à toi Patrick. Salut Mike, oui c'est vrai, on a beaucoup à dire, une semaine très chargée dans la NBA en général, mais aussi avec les Raptors, les échanges, 2 matchs de suite, donc on a beaucoup à dire, c'est vrai, puis on pense que vous êtes nombreux à nous suivre ce samedi. Et puis demain, c'est un autre match des Raptors, donc ça va très très vite dans la NBA. Et puis en plus, on fait un peu un retour parce que la semaine dernière, on doit l'avouer, après le match contre le Magic, il y avait un petit peu de désarroi et de fatigue. Du coup, on devait tourner après le match. On a décidé de vous rediffuser le bilan de la mi-saison. Là, on est de retour avec... on a dépassé la mi-saison et les Raptors qui continuent malgré tout à enchaîner les performances, j'allais dire les bonnes performances. Il y en a eu des bonnes, il y en a eu des moins bonnes. On va en parler justement. On va commencer avec l'actu des Raptors dans laquelle on va revenir avant de parler des matchs. On va revenir sur cette date limite des transactions, ce que les Raptors ont décidé de faire ou de ne pas faire avec, bien sûr, après la rencontre des Bulls, la conférence de presse de Bobby Webster. Donc, on va d'abord revenir là-dessus. Quels ont été les choix qui ont été faits par la direction des Raptors. Ensuite, on reviendra sur les matchs. Après cela, on va se concentrer sur la question du jour. Et pour terminer cette première partie d'émission qui sera déjà bien chargée, on parlera du joueur de la semaine qui est Brandon Ingram, qui n'a pas été sélectionné pour le match des étoiles. On va également revenir là-dessus. Et en deuxième partie d'émission, on va se pencher sur le calendrier des Raptors jusqu'à la fin d'année. À combien de victoires les Raptors vont-ils terminer? Vous allez le savoir à la fin de cette émission. On n'a pas une grande différence, pour rien de vous cacher, avec Patrick. Donc, ça sera soit l'un, soit l'autre qui aura raison. Mais il y en aura un des deux qui aura forcément raison. Ou bien on peut avoir tort tous les deux. Ah non. Il y en a toujours un qui a raison. On va tout de suite passer à l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti Patrick. L'actu des Raptors, c'est bien sûr la trade deadline, comme on dit en anglais, la date limite des transactions dans la NBA. On va se concentrer que sur les Raptors parce que si on parle de tous les autres, on va y passer l'émission. Et puis on n'est pas là pour ça. Les Raptors, ils n'ont pas fait grand-chose, Patrick, et normalement c'était attendu. En tout cas, c'était notre message à nous depuis le départ, ne pas forcément trop écouter ce qui se disait chez les insiders qui au final ne savent pas grand-chose. Donc pour résumer, après je te donne la parole, les Raptors qui ont transféré Ochai Agbaji aux Nets et qui ont récupéré Chris Paul des Clippers, mais ça a déjà été annoncé que Chris Paul ne mettrait pas un pied à Toronto. Bobby Webster l'a confirmé, il a discuté avec lui de manière professionnelle. Il aurait bien aimé, parce que c'est l'un de ses joueurs préférés, il a dit, de faire le trade pour Chris Paul et au final de ne pas l'avoir. C'est bizarre pour lui, mais au final, les Raptors ont décidé de ne pas utiliser Chris Paul. Et l'autre transfert qui a été fait ensuite, il y a eu des compensations financières, bien sûr, puisque les Raptors et les Clippers ont libéré de la masse salariale pour descendre en dessous de la taxe. En dessous de la taxe pour les Raptors, en dessous d'un éperon. Pour les Clippers, eux, ils ont une équipe bien plus chère. Ils ont continué à dégraisser, mais on ne va pas y revenir. Et pour terminer, les Raptors qui ont recruté Trayce Jackson Davis des Warriors de Golden State qui ne jouait plus. Il a fait une très bonne saison rookie, mais ces 2 dernières années, il a été en perte de temps de jeu. On va revenir également là-dessus. Patrick, je te laisse commencer. Toi, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de toute cette trade deadline et de ce que Bobby a dit hier? Oui, c'est vrai. Pour ceux qui nous ont écoutés dans les dernières semaines,
c'est comme si Bobby nous avait écouté lui aussi, parce que c'est ça justement qu'on disait, que les Raptors n'ont pas besoin de faire un coup d'éclat. Lors de cette semaine d'échange, ils ont fait exactement ce qu'on avait prédit. Ochai Agbaji, qui a été donc transféré à Brooklyn parce que Ochai avait un salaire d'un peu plus de 6 millions. Et donc, ce qui mettait les Raptors dans la taxe, et puis pour un peu gagner de l'argent. Et puis, nous, on a lu certains articles. Le fait justement d'être sous donc le niveau de la taxe, les Raptors vont gagner à peu près 15 millions. Parce que non seulement ils ne vont pas payer la taxe, mais s'ils sont en dessous de la taxe, il y a de l'argent qui vient de la NBA qui sera transféré aux Raptors. Donc, ils ont laissé partir quelqu'un pour 6 millions et ils gagnent 15 millions. Et ça a permis d'avoir aussi ce joueur, donc Jackson Davis, qui était une place que les Raptors avaient besoin. Donc, ils avaient besoin d'un centre qui pourrait être là, ne fût-ce que ces jours où Yak n'est pas de retour. Et donc, cela va amener un peu plus de flexibilité financière au niveau des Raptors, et puis aussi voir ce qu'ils peuvent faire en saison. Et en écoutant Bobby hier, lors de son entrevue à la fin du match contre Chicago, il y avait beaucoup d'enjeux à considérer. Au-delà des enjeux financiers, il y avait aussi le fait que CMB a bien joué. Donc, durant l'absence de Yak, CMB a dépassé les attentes qu'ils avaient. Donc, ils ont dit, il ne faut pas qu'on amène quelqu'un qui va prendre du temps de jeu de CMB. Donc, CMB va être toujours dans la rotation. Ça, c'est vraiment important. L'autre chose que je pense qui est entrée en jeu, c'est les performances de Mamou, qui sera en fin de contrat. Donc, il faut qu'il garde la saison prochaine. Et donc, ils auront besoin de la flexibilité financière. Parce que l'argent que prend cette année Mamou, il va exiger beaucoup plus parce qu'il a été performant. Donc, il y a plusieurs choses qui sont entrées en jeu. Et en écoutant Bobby, aujourd'hui, il a donné une entrevue à Sportsnet, c'est que nous, on l'observe durant justement la semaine des échanges, mais eux, ça fait des mois et des mois qu'ils travaillent là-dessus. Donc, ce n'est pas des surprises. Et je me dis que dans leur réunion, ils ont scénario 1, scénario 2, scénario 3. Si ceci arrive, voici ce qu'on va faire. Donc, on n'est pas à la place. Eux, c'est leur travail quotidien. Donc, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, ils ont vu que c'était la meilleure option à prendre. La dernière chose que je peux dire sur ces échanges, c'est que cette équipe, ils n'ont jamais eu de chance de jouer ensemble. Chaque fois, il y a un blessé, il y a Yak qui manque. Donc, ils n'ont jamais eu le temps de montrer ce qu'ils peuvent faire ensemble. Oui, c'est vrai, Scottie Barnes, Ingram, c'est deux des joueurs qui ont été constants dans la rotation, mais jouer avec Yak, la rotation et tout ça, ils n'ont jamais fait. Donc, ils espèrent que les 30 derniers matchs, ils pourront observer, avoir les données, ce que ça donne à RJ Barrett et les autres, et puis prendre des décisions qui s'imposent. Et je me dis que, de toutes les façons, les Raptors n'avaient pas en tête de gagner un titre ou bien de faire un splash. Je pense ils ont continué la façon de faire de Masai, de ne pas imploser. Sans qu'il y ait une bonne opportunité comme celle de Kawhi, ils vont être patients, développer ce qu'ils ont. Moi, de toute façon, ils ont déjà dépassé les attentes parce qu'ils ont déjà plus de 30 victoires, qui était le même nombre de victoires toute la saison l'année passée. Ils sont dans le top 6 de l'Est. Donc, je me dis qu'on donne une chance à cette équipe et puis à la fin de la saison, on va voir. C'est exactement ça. Et je pense que c'est le discours qu'on avait depuis le départ de se dire qu'un Sabonis... tu l'ajoutes aux Raptors, c'est pas le Kawhi de 2018 qui te fait passer d'une équipe top 6 à une équipe qui vise le titre. C'était clair et net et je suis même pas sûr que les Raptors étaient vraiment à fond sur lui. J'ai l'impression qu'on a vraiment utilisé Toronto comme levier par rapport au fait que le general manager de Sacramento est un ancien de New York et qu'il appréciait RJ Barrett. Mais je suis pas bien sûr qu'il y avait cette volonté. Bobby a rappelé que RJ n'allait nulle part. Et qu'il le savait. Je crois même qu'il a dit RJ était au courant qu'il allait nulle part. Donc, après, bien sûr, c'est de la communication pour rassurer les joueurs. Donc, il y a peut-être eu quand même des transactions, des discussions. Mais est-ce que ça a été aussi loin que ce que
un peu tout le monde disait, je suis pas certain. Et d'ailleurs, dans l'interview qu'il a donnée aujourd'hui où on enregistre ce vendredi à Sportsnet, il a indiqué qu'il y avait un joueur sur lequel ils étaient, mais qu'il n'était même pas sorti dans les rumeurs. Donc voilà, c'est un peu comme d'habitude, on l'a toujours dit, les Raptors qui restent toujours très discrets sur ce qu'ils font. Et moi, ça m'étonne toujours de voir les fans s'emballer sur les réseaux sociaux pour tel ou tel joueur en sachant très bien que ça ne va pas se faire. Ouais. Nous, je sais qu'on était très sereins sur le fait de se dire ça ne va pas se faire. Et sur les années précédentes, je me rappelle, il y a toujours eu ce genre de rumeurs. Donc, on n'avait pas le podcast à l'époque, mais des Kyle Lowry qui étaient dans les rumeurs. Et à chaque fois, on disait ça ne va pas se faire. On n'est pas passé loin l'année où ils n'ont pas voulu inclure TNT, les Lakers, Talen Horton-Tucker. Ouais. Mais ça ne s'est pas fait non plus. Et on a souvent eu ces choses-là. On sait que les Raptors restent très prudents. Ils veulent valoriser leurs joueurs. Et au final, c'est ça qu'ils ont fait. Je voulais juste revenir sur Trayce Jackson-Davis. Une petite déception pour moi parce que je ne connais pas forcément le profil et je ne suis pas fan par rapport à ce qu'on m'en a dit, par rapport à comment il est décrit. D'une, parce qu'il n'apporte pas la taille dont on a besoin quand Yak n'est pas là. Et de deux, je pensais qu'il y avait mieux à aller chercher. Malheureusement, les Raptors n'ont pas voulu lâcher un premier tour de repêchage. Ça se comprend aussi. Ouais. Le soir même, j'étais très déçu et si vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, j'étais quand même assez véhément envers Bobby. Mais au final, quand on l'écoute et quand on analyse les choses après coup, en fait, on veut donner sa chance à Colin Murray Boyles et pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Et puis, ça veut dire que les Raptors sont quand même confiants sur le fait que Jakob Poeltl va revenir. Ouais. Oui, Darko l'a confirmé dans sa conférence de presse. Bobby a dit la même chose. Et donc, ça va prendre peut-être deux matchs avant la pause du All-Star. Il va revenir. Et Bobby l'a dit même qu'ils n'ont jamais douté que Yak va revenir, qu'il va revenir en bonne santé. Un autre élément que j'aimerais ajouter par rapport aux échanges, historiquement, les Raptors, dans ces échanges-là, non seulement ils veulent faire ce qui est bon pour l'équipe, mais ils veulent aussi faire ce qui est bon pour les joueurs. On a vu avec Masai dans le passé, il ne voulait pas envoyer ses joueurs n'importe où. Donc, il voulait vraiment les mettre dans des conditions où non seulement ils seront bien traités, mais ils vont être bien payés là où ils vont partir. C'est le cas de Siakam, c'est le cas de OG, c'est le cas de Fred VanVleet. Là où ils sont partis avec des salaires énorme. Et donc ça fait partie aussi des choses que les Raptors tiennent compte, que quand ils vont laisser quelqu'un partir, il faut qu'il soit dans les bonnes conditions. On espère que Ochai sera bien traité donc à Brooklyn. Non seulement qu'il aura un temps de jeu, et puis qu'il peut prouver qu'au-delà de son contrat qui se termine cette année, il pourra rester dans la NBA, rester à Brooklyn ou ailleurs. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer, mais nous, en tant que fans, non seulement on n'a pas la bonne information, mais on n'est pas outillés pour... on réagit, oui, mais le travail de tous les jours, ça appartient aux professionnels qui sont bien outillés, plus que nous, pour prendre des décisions. Mais je voulais revenir sur le dernier point que tu as donné. Ce qui se disait beaucoup, c'est que Masai avait été critiqué pour le fait de s'attacher trop aux joueurs et il se disait que Bobby était différent, qu'il serait plus pragmatique. Et au final, on voit que pour l'instant, c'est exactement comme nous on le pensait, comme nous on l'avait dit. Dans la continuité de Masai, il n'y a pas de grande différence parce qu'ils ont toujours travaillé ensemble, en équipe. Ouais. C'est pour ça que ça m'a fait très rigoler dans un petit coin de ma tête quand j'entendais certains confrères dire « Oh, vous allez voir, avec Bobby, ça va être différent, il ne va pas faire de sentiments, etc. » Je pense que Bobby, il a été formé par Masai et oui. Il continue à faire la même lignée. Passons maintenant au match, passons au jeu. Les Raptors, cette semaine, qui ont joué contre le Jazz, les Wolves et les Bulls, et qui ont signé 2 victoires attendues contre Utah et Chicago, qui étaient quand même pas mal diminué. Utah a été privé de Keyonte George et Chicago était privé de tous les joueurs qui étaient partis. Ouais. Ils avaient récupéré les autres joueurs qui ne s'étaient même pas entraînés avec leurs coéquipiers. Ils sont arrivés, ils ont joué comme ça. Les Gershon Yabusele, Jaden Ivey et Anthony Simons. Donc des victoires logiques. Je voudrais peut-être plutôt qu'on s'attarde
sur les Timberwolves avec une défaite dans la lignée de ce qu'on n'a pas discuté la semaine dernière puisqu'on n'a pas fait d'émission, mais dans la lignée des défaites contre New York et contre Orlando, les Raptors qui jouent bien pendant 3 quarts temps et qui ensuite s'effondrent. D'ailleurs, en fait, c'est un peu le thème de la question du jour. Peut-être qu'on peut passer directement sur la question du jour, sauf si tu as des choses à dire sur les derniers matchs là, mais je pense qu'il y a pas énormément à dire en fait. On peut passer directement à la question du jour. On peut passer directement à la question du jour. La seule chose que quand tu parlais des Timberwolves, Anthony Edwards, il est très fort. Il est vraiment fort. Il a pris le 4e temps dans ses mains, puis il nous a montré que les équipes, ils ont besoin de stars. Ils ont besoin de quelqu'un qui prend les choses en main et puis qui dit non, on ne va pas perdre ce match. Et il a démontré à Toronto, il a pris les choses en main et puis il a fini le match en force. Et puis, on va peut-être parler des détails dans la question du jour, mais les Raptors ont vraiment beaucoup à apprendre de ces équipes-là et puis des choses à changer. Donc, on va en discuter tout à l'heure. On va en discuter dans la question du jour. Ouais, c'est pas mal que tu abordes ce sujet-là pour ce match. Les Raptors qui ont été dedans, qui font un bon match en soi et qui le perdent à cause de 4 pertes de balles en 4e quart-temps. De joueurs qui habituellement n'en perdent pas beaucoup. RJ Barrett, j'ai vérifié, il a 1,6 ballons perdus par match. Il en perd 2 dans les moments décisifs. Et Jamal Shead, c'est pareil. Cette année, c'est un joueur qui prend beaucoup soin du ballon. Et là, il fait 2 erreurs qui sont préjudiciables, en fait. Et du coup, les Raptors qui étaient quand même dans le match, ne perdent pas de beaucoup, mais ont manqué, encore une fois, dans ce 4e quart-temps d'exécution offensive. Alors, il y a beaucoup d'explications qui sont possibles. On va passer justement à cette question du jour. Qu'est-ce qui manque aux Raptors pour battre les meilleures équipes de la Ligue? Parce qu'on le rappelle, les Raptors sont à 1 victoire et 10 défaites contre les équipes qui sont à plus de 60%. Qu'est-ce qui manque à ces Raptors pour être capables de terminer ces matchs? Ils n'ont pas été capables de le faire contre New York, ils n'ont pas été capables de le faire contre Minnesota, ils n'ont pas été capables de le faire contre Orlando, qui pourtant est une équipe qui est en dessous d'eux cette année. Qu'est-ce qui leur manque, Patrick? Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu au-delà de ce qui leur manque sur le terrain, parce que ça fait beaucoup de matchs qu'ils jouent sans centre. Donc la taille manque sur le terrain, mais je pense que moi, je dirais beaucoup plus l'expérience. Parce que les Raptors, c'est une équipe de jeunes. On le dit à chaque fois. Moi, j'y pensais justement en préparant l'émission aujourd'hui. Je peux compter sur combien de ces joueurs-là qui sont dans les Raptors qui ont une expérience dans les playoffs. Je dirais Brandon Ingram, il a été dans les playoffs. Mais il l'a été qu'une fois. Une fois. La même chose pour Scottie Barnes. Et il a fait 3 matchs, il s'est blessé. Il s'est blessé. Même pas un match, je crois. Un match, il s'est blessé. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, avoir justement cette expérience d'entrer dans les compétitions, de jouer des matchs avec enjeu, ça manque aux Raptors. Parce que c'est des joueurs, non seulement qui n'ont pas une grande expérience, mais beaucoup d'entre eux, c'est première, deuxième année, troisième année max à la NBA. Et ça se montre justement dans les moments cruciaux du match où il faut bien exécuter, où il faut bien garder la balle, ne pas la perdre, ne pas paniquer, tout ça. Mais ça, il n'y a pas autre moyen d'apprendre ça. Il faut passer à travers justement ces erreurs qu'on a vues les 3 derniers matchs pour savoir comment est-ce que ça se passe. Et ça, pour moi, c'est vraiment crucial que, justement, Bobby et son équipe ont décidé de donner, justement, cette expérience à ces jeunes-là, de passer à travers tout ça pour apprendre. Mais autre chose qui manque, c'est vraiment l'adresse au tir à 3 points. C'est incontournable. Leur adresse à 3 points, je pense qu'ils sont parmi les derniers dans la NBA. Et le jour où ça marche, il y a d'autres choses comme les pertes de balles qui empêchent. C'est vrai parce que le match contre les Timberwolves, ils étaient adroits à 3 points. Ils étaient très adroits, oui. Et ça n'a pas été le problème en fin de match, ça a été les pertes de balles. Alors que d'habitude, c'est une équipe qui perd pas beaucoup la balle. 10-11 pertes de balles par match. Oui. Et puis hier, pour les gens qui nous écoutent samedi, donc hier, jeudi, pour nous, toi et moi, on blaguait, OK, qui va exploser au tir à 3 points aujourd'hui?
Et je dis, on a donné une petite liste, j'ai ajouté Brandon Ingram. C'est comme s'il m'avait écouté, il a commencé à mettre les 3 points. Donc il faut que ça arrive que un de ces tireurs puisse marquer, que ce soit Grady, Mamou, Jamison Butler, qui puisse au moins mettre ses tirs. RJ n'a pas joué contre Chicago, mais donc les tirs à 3 points, ça manque beaucoup aux Raptors. Donc je dirais l'expérience, l'adresse au tir à 3 points et puis la taille. C'est vraiment les 3 choses que je pense qui manquent à cette équipe présentement, là où nous sommes maintenant. Donc, les tirs, je pense que ça va venir. L'expérience, il faut passer par essais et erreurs. Et puis après, à la fin de la saison, ils vont évaluer pour voir ce qu'il faut rectifier. Je vais te suivre sur ces points-là. Je vais ajouter que on a souvent critiqué le management pour ne pas avoir de shooter autour de Siakam, autour de Scottie Barnes à l'époque. Là, je trouve que c'est pas le cas en fait. Là, le manque d'adresse à 3 points, il est pas lié à un manque de shooter parce que si tu regardes sur le papier, et j'ai l'impression de me répéter, peut-être que je l'ai dit dans une autre émission, mais Quickley est un shooter, Grady Dick est un shooter, Jamison Battle est un shooter. Cette année, RJ Barrett est très bon au catch and shoot. Mamou est un shooter. Normalement, en catch and shoot, c'est pareil. Brandon Ingram est un shooter. Jamison Battle, je l'ai déjà dit. On est au moins à 6. Jacoby Walter est à droit à 3 points. On a au moins 7 joueurs qui doivent être capables de mettre des tirs à 3 points avec régularité au-dessus de 35 à 36%. Et pourtant, tu l'as très bien dit, le match des Wolves, il n'est pas révélateur parce que celui-là, ils ont très très bien shooté. Mais le problème, contre les Knicks, contre Orlando, contre Boston, à chaque fois, les Raptors font un bon match, mais ils perdent parce qu'on voit que le différentiel dans l'adresse à 3 points entre les deux équipes, il est beaucoup trop important. Alors, ce qui est bien, c'est que les Raptors, ce n'est pas une équipe qui dépend énormément du tir à 3 points parce qu'ils ont des autres façons de créer des tirs. Mais si l'adresse n'est pas là sur les 30 à 35 tirs qu'ils prennent, quand tu as une équipe en face qui en prend 40 ou 45, en fait, il y a déjà un différentiel de volume. Et du coup, le pourcentage, même s'il n'est pas bon en face, ça fait tout de suite plus de tirs à 3 points rentrés par les adversaires. Ouais, c'est ça. Typiquement, si tu es à 30%, par exemple, je dis une bêtise, ce n'est pas des chiffres exacts, mais si tu es à 30% sur 25 tirs pris, tu vas en avoir mis 6. Si tu es à 30% sur 40 tirs pris, tu vas en avoir mis 12. Ouais. Et du coup, l'écart, il est énorme au tableau d'affichage et il faut compenser par autre chose. Et ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il manque les tirs, mais c'est des tirs ouverts. Oui. Il ne force pas les tirs, donc quelqu'un entre dans la raquette et puis il sort le ballon, tu es ouvert, mais il ne l'enlève même pas. Donc ils ne mettent pas les tirs, donc c'est pas qu'ils forcent les tirs, c'est pas que le système n'est pas bon. Le système est bon, ils sont ouverts, mais c'est pas des tirs qui sont bloqués, ils sont ouverts, mais ils ne le mettent pas. Donc comme a dit Quickley, ils vont continuer. Il a dit, on continue à s'entraîner, on continue à prendre ces tirs. Et il a dit, je vous assure, un jour ça va entrer. Donc on espère que c'est bientôt. On espère que pour pas mal de ces joueurs qui ont des pourcentages catastrophiques, normalement à un moment ou un autre, ça se régule par une période où ils vont en mettre beaucoup. Alors peut-être la chance des Raptors, c'est que ça va arriver en mars et en avril, et ce sera le meilleur moment. On se rappelle de saisons où Fred VanVleet, il avait eu 2 approches différentes. L'année où il était All-Star, il avait carburé jusqu'en février et ensuite c'était la panne totale après. L'année suivante, il avait choisi une approche différente. Il n'avait pas été All-Star, mais il avait été bien meilleur dans son adresse et tout ça. Donc, il faut espérer que ça se passe de la même manière pour les Raptors. Mais c'est vrai que c'est la 8e équipe qui se crée le plus de tirs ouverts à 3 points. Après, à quel point c'est les défenses qui se disent ils sont pas à droit, on les laisse tirer. Parce que aussi, il faut blinder la raquette pour Brandon Ingram, Scottie Barnes et pour RJ Barrett. Donc, il y a ça aussi. Mais bien sûr, les tirs, ils sont là quand même. Et je le répète, il y a des joueurs pour les mettre. C'est pas comme les années où les Raptors, en fait, c'était que du rebond offensif parce qu'il n'y avait pas de shooter. Et puis, c'était le système Nick Nurse qui était de l'isolation, chercher le mismatch en permanence. Et puis, il y avait rien d'autre. Et... Pardon, le dernier truc que je voulais souligner, que tu n'as pas souligné, tout le reste, je suis d'accord avec toi. Le manque d'expérience, il est criant. Le manque de taille, on ne va pas revenir dessus. On en parle depuis 2-3 mois. L'autre chose, et là, je vais rejoindre William Lou qui avait fait une bonne analyse là-dessus. Les Raptors mettent trop de temps à mettre le ballon dans les mains de leur star. Brandon Ingram,
dans le money time en fait. Ça prend des minutes et des minutes, plutôt des secondes parce que c'est 24 secondes une possession. Ça prend des secondes et des secondes pour que ça passe par d'autres joueurs avant que le ballon arrive à Ingram. On en a déjà parlé ça aussi, hein. Et Ingram n'a plus de temps sur la possession, il doit prendre des tirs en fin de possession, souvent contestés. Et on l'a vu avec les Wolves qui ont donné un bel exemple. Ces ballons dans les mains de Ant et Ant y crée les choses. Et je pense que les Raptors doivent changer leur approche sur les fins de match. Mais je pense que l'ajout aussi de Jakob Poeltl qui va faire des écrans, qui va libérer les joueurs parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'importance de Rudy Gobert qui libère ses coéquipiers, ça les gens ne le voient pas, et les gens qui critiquent Rudy Gobert c'est parce qu'ils ne voient pas tout ça. Alors certes il n'est pas beaucoup servi parce que ses coéquipiers ne lui font pas confiance, on le voit souvent sur les pick and roll, il va roller, il va écarter les bras, je suis tout seul, personne ne lui donne jamais la balle. ça doit être frustrant pour lui, mais en même temps ils savent qu'il n'est pas bon à la finition, et que si c'est pas un dunk pour Rudy Gobert, ça reste compliqué. Il ne peut pas tirer. Surtout que les équipes vont faire faute sur lui, ils vont l'envoyer au lancer franc. Mais voilà, je pense qu'il y a ce manque de taille, cette absence de Jakob pour créer des espaces pour ses coéquipiers, même pour Quickley, hein, qui peut être un joueur qui peut être décisif dans les instants finaux. Mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Quickley, c'est mieux qu'il soit utilisé en catch and shoot et qu'il termine les actions comme ça. Mais le ballon ne va pas assez dans les mains de Scottie Barnes et surtout de Brandon Ingram rapidement. C'est même pas pour que ce soit forcément eux qui prennent le tir, mais c'est que pour que ce soit eux qui peuvent créer, initient l'attaque et qui créent les choses pour les autres, parce que quand même Brandon Ingram est un joueur qui se fait énormément doubler, et c'est une bonne transition pour le joueur de la semaine qui est bien sûr Brandon Ingram. On va parler de lui, Patrick, qui n'a pas été sélectionné pour le match des étoiles. Pascal Siakam, qui fait une saison à 13 victoires seulement, qui a certes de meilleures stats, a été sélectionné. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce qu'il s'est fait snobber, comme on dit, traduction littérale de l'anglais snobbed, mais snobber, ça passe aussi, on t'a ignoré. Oui, mais je pense que pour moi, il méritait vraiment d'être All-Star. Même quand il a été annoncé durant le match que Scottie Barnes était sélectionné, la première chose qu'a fait Darko, c'était d'aller vers Ingram pour lui dire « Tu mérites d'être All-Star, il faut que ça soit quelque chose qui t'encourage pour mieux performer les prochains matchs. » Et puis après, il est allé féliciter Scottie Barnes. Mais je dois dire que le format du All-Star de cette saison a fait qu'il y a des enjeux. Parce que Pascal Siakam a été choisi. Bon, il est vrai que même si Indiana est parmi les derniers à l'Est, Pascal a vraiment de bons chiffres. Il joue très bien, c'est leur meilleur joueur jusqu'à présent. Mais le fait que le format soit États-Unis contre les joueurs internationaux, il fallait absolument choisir parmi les joueurs internationaux. Et parmi les joueurs internationaux, Pascal est parmi les premiers en termes de statistiques. Les coachs n'avaient pas forcément à faire ça, mais je pense qu'ils l'ont fait. Je pense qu'ils l'ont fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils l'ont fait parce que cette année, ce n'est pas une année All-Star pour Pascal à cause de la performance de ses équipes. Si on prend la performance individuelle, là, Pascal Siakam a les chiffres qu'il faut. Mais avoir tous ces chiffres alors que Indiana est dernier. Ils sont derniers à l'Est. Et d'avoir quelqu'un à All-Star Game. Donc, je me dis que non. Ça a eu l'impact sur le choix de Brandon Ingram. Mais il a pris positivement. Il a dit, j'ai encore à prouver. Je vais prouver que j'appartiens à l'élite de la NBA. Et c'est pas encore fini parce que cette semaine, il y a eu quand même pas mal de blessés au niveau des gens. SGA, il est vrai qu'il est dans l'équipe internationale, il est blessé. Là, Luka, hier, il s'est blessé. Donc, c'est pas certain qu'il sera dans l'équipe, dans le All-Star Game. Il y a Giannis qui est aussi blessé, lui, on savait. Donc, il y a des choses qui évoluent, donc il se pourrait qu'il y ait des choix à la dernière minute de remplacement, si ce n'est pas des choix au niveau des joueurs internationaux. Donc je pense que la porte est toujours ouverte au cas où il y a des joueurs remplacés, mais je serais surpris s'ils prennent Ingram parce que Adam Silver a déjà choisi coach Darko pour être le coach de l'équipe internationale. 2 choix dans la même équipe. Je ne sais pas s'il va vouloir équilibrer, s'il y a des choix à faire. Mais je pense que l'impact de Siakam dans l'équipe internationale a fait que Brandon Ingram ne soit pas choisi
dans cette équipe All-Star. Tout à fait, je suis d'accord. Mais par contre, je pense que s'il y a besoin de remplacement dans l'équipe internationale et que Silver juge qu'il n'y a pas de joueurs internationaux à la hauteur, je pense que ça peut être faisable de prendre Ingram et par exemple de transvaser soit Norman Powell qui a joué pour la Jamaïque, soit Donovan Mitchell qui a émis le souhait d'être considéré comme un joueur dominicain parce qu'il a des origines... Panaméen parce qu'il a des origines du Panama. Donc on va suivre ça, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il ait la chip sur l'épaule, comme on dit en anglais. C'est l'expression chip on your shoulder pour garder ça en tête et avoir un esprit revanchard. C'est tout simplement la signification de cette expression. Mais je pense que Ingram sera à Los Angeles de toute façon parce que Glorilla il sera pour le match des célébrités. C'est quand même fou que sa copine chanteuse y soit et va jouer alors que lui ne jouera pas. C'est assez dingue. Alors est-ce qu'ils vont le mettre dans le skills contest? Est-ce qu'il y a même encore un skills contest? Il y avait à l'époque, il parlait de faire un tournoi de 1 contre 1. Brandon Ingram serait l'un des favoris de ce tournoi. Qui pourrait défendre contre lui? Ça serait vraiment très intéressant. Pour terminer sur Ingram, je voulais quand même parler de un peu son évolution, parce que c'est vrai qu'il a une évolution très positive. Qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps sur lesquels il a progressé, sur lesquels peut-être que tu es surpris ou que tu es content, que tu attendais? Dis-moi un petit peu ton bilan global de ce que tu as vu sur Brandon Ingram ces derniers temps. Oui, donc la chose qui est la plus visible, c'est sa présence. Parce que il n'est pas blessé. Je pense qu'il a manqué un match ou deux au max. Et lui-même, il a dit que donc il remercie l'équipe médicale des Raptors qui l'a tenu jusqu'à présent donc en forme pour qu'il puisse jouer. Il a dépassé le nombre de matchs qu'il a joué les 2 dernières années. Et là, il dit que des fois, le matin, il a du mal à se réveiller parce qu'il est fatigué, mais qu'il remercie justement l'équipe médicale des Raptors. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est sa présence sur le terrain. Il n'a pas été blessé. Donc, et puis, c'est rare qu'il joue un match ou deux où il est en dessous des 20 points. S'il est en dessous de 20 points, c'est peut-être parce que l'équipe n'a pas besoin de ses performances. Il a toujours répondu présent. Il est performant. Son tir à mi-distance, c'est incroyable ce qu'il peut faire avec le ballon. Je pense qu'il va s'améliorer, surtout dans les statistiques par rapport aux passes, si ses coéquipiers commencent à mettre les tirs. Parce qu'il donne beaucoup de passes, mais c'est à eux de mettre les tirs. Donc on va voir des statistiques qui vont monter. Et contre Chicago, ça a été pareil. Quand il y a des prises à 2, il trouve la bonne personne pour donner la passe. Je pense que le meilleur est à venir. Et que, par exemple, à mon avis, il garde certains trucs qu'il va montrer lors des playoffs parce qu'il attaque de moins en moins l'anneau. Mais je sais qu'il peut le faire. La première occasion qu'il a eue contre Chicago, c'était l'attaque justement. Il a fait un drive vers l'anneau. Donc, il est capable de le faire. Il a l'avantage d'être élancé. Et puis, quand il prend son tir, il prend vraiment de derrière. C'est très difficile de contrer les tirs de Brandon Ingram. Donc, je pense que le plus important, c'est que la santé, donc les blessures, je pense qu'il est parmi les joueurs qui ont été le plus présents dans le... Je crois qu'il fait partie des leaders de la NBA en minutes. C'est impressionnant. À cet moment, il était premier. Il était premier, il faudrait vérifier. On n'est pas allé vérifier ça, mais je te rejoins. J'ajouterais la défense. Moi, je suis impressionné, je suis étonné parce que je trouve qu'il a progressé défensivement ces derniers temps. Les Raptors l'utilisent même parfois en protection de cercle, ils le mettent au milieu parce qu'il a des grands bras. Alors bien sûr, quand c'est contre des pivots très forts, il ne va pas s'en sortir, mais comme tout le monde qui ne fait pas 7 pieds, on ne va pas lui reprocher ça. Mais la protection de cercle, je pense qu'il est dans une de ses meilleures saisons au contre. Et puis, il se donne en fait. Il ne se dit pas « Oh, faut pas que je me blesse, je ne vais pas aller au contact ». Peut-être ce qu'on voyait un petit peu plus au début de l'année. Là, c'est de mieux en mieux. Je suis vraiment satisfait par ça. Ensuite, l'adresse à 3 points commence à revenir et à être plus régulière. Et je reprends encore des mots de William Lou, mais on a l'impression que la clé pour des matchs à 30 points de Brandon Ingram, c'est dès qu'il va mettre 3 ou 4 tirs à 3 points
il va nous faire des matchs à 30 points. Et là, je pense que ses stats sont en train de remonter au scoring. Il est à 22 points, mais il y a moyen que ça monte à beaucoup plus si ça se stabilise dans son adresse à 3 points. Et pour terminer, tu avais raison sur... et là, il vient de réaliser son match référence dans la passe, pour moi, avec 6 passes décisives contre Chicago. Il est à 7 passes expected, 7 passes attendues par match, 7 passes possibles. Comme tu dis, ses coéquipiers ne mettent pas dedans. Notre ami Samson Falk de Pull Up Tray a fait un épisode spécial là-dessus où il a détaillé les pourcentages de réussite de ses coéquipiers sur ses passes. C'est incompréhensible en fait. Il n'y a que RJ Barrett qui est dans des standards élevés. Tous les autres sont en dessous de leurs standards. Je vous inviterai, peut-être que je vais reprendre ces chiffres et les mettre aussi dans une infographie. Je vous les mettrai là. Je ne vais pas aller reprendre son infographie, on ne va pas la voler, mais j'irai chercher ces chiffres pour vous montrer ça. C'est hallucinant. Et ça va venir. Et je pense qu'on n'a pas encore, comme tu l'as dit, la meilleure version de Brandon Ingram. Parce que je pense qu'il peut plus aller au cercle. Mais je pense qu'il garde quand même dans un coin de sa tête qu'il ne faut pas qu'il se blesse. Et qu'il va le faire plus en play-off. Parce que comme tu l'as dit, il y a des flashs. Il y a des flashs où il attaque le cercle, il passe entre les joueurs, on ne sait pas comment. Ses bras, ils sont interminables, il arrive à finir. Donc je pense que ça va venir, mais que pour l'instant, il ne veut pas aller trop au contact parce que c'est une saison régulière, il faut se gérer malgré tout. Et que en fait, le meilleur de Brandon Ingram reste à venir. Oui, en parlant justement de défense, comme tu as mentionné, il y a certains de collègues qui ont justement posé la question à Darko, justement sur l'implication défensive de Brandon Ingram. Et puis Darko a répondu que l'idée est venue à Las Vegas pendant la Summer League. Il a vu l'intensité défensive de l'équipe qui était, des Raptors qui était dans la Summer League. Et puis il a dit à Darko, est-ce que c'est comme ça qu'on va jouer? Darko a dit oui, c'est vraiment notre identité défensive. On veut jouer comme ça. Donc il a dit, ok, je vais faire mes efforts pour que je joue comme ça. Donc il a mis dans sa tête que il va progresser, il va faire des efforts en défense et on le voit, il fait des contres, il plonge. Donc c'est pas vraiment un joueur que l'équipe adverse vont viser défensivement comme Grady Dick ou James Harden où les équipes vont faire des schémas pour qu'il soit visé défensivement. Non, il joue bien, il plonge, il a de l'énergie parce que donc en défense, le premier skill qu'il faut avoir, c'est l'effort. C'est l'effort. Donc, on voit qu'il fait les efforts. Et puis, il est grand de taille. Donc, il ne faut pas s'aventurer à aller faire un lay-up. Quand il est là, il va te contrer. Donc, c'est vraiment important qu'il ait pu embrasser l'identité défensive des Raptors parce qu'il était avec l'équipe qui est à Las Vegas. Et puis, tant mieux pour les Raptors parce qu'il a été engagé pour mettre des tirs. Mais si il joue de la défense, donc ça devient un bonus. On va le prendre, c'est sûr. Les seuls qui ont réussi dernièrement, parce qu'il y en a eu d'autres, j'imagine, je ne me rappelle pas de tous les matchs, les seuls qui ont réussi à exploiter un petit peu ses faiblesses défensives, c'est les Knicks. Avec Bridges et avec OG qui ont martelé sur lui physiquement. Et là, ça a été plus compliqué pour lui. Mais au-delà de ça, il arrive vraiment bien à se fondre dans cette identité défensive des Raptors. On va prendre la pause, Patrick, parce qu'on est déjà à presque 40 minutes d'émission. On va se quitter là-dessus un petit instant. Et on revient tout de suite après pour parler du calendrier des Raptors jusqu'à la fin de la saison. Vous êtes toujours sur Choc FM 105.1. C'est Mike Laviole et Patrick Bizindavi. On se retrouve dans un petit instant pour la suite de ce Franco Raptors. Nous sommes de retour. Vous êtes bien sur Franco Raptors avec Mike Laviole et Patrick Bizindavi. C'est l'épisode 19 aujourd'hui de la saison 2. Après le bilan de la saison qui était en double avec l'épisode 17 et 18 qui étaient imbriqués dedans, nous voici de retour, Patrick, et on va parler du calendrier des Raptors. Les Raptors, ils ont actuellement un bilan de 31 victoires et 22 défaites. Ils sont 5e à l'Est. Ils se battent avec Philadelphie et Cleveland pour les places 4, 5, 6. Ils gardent en ligne de mire quand même 3 et 2. Pour l'instant, Détroit est assez loin premier. Mais Boston et New York ne sont pas si loin que ça. Il y a un petit écart, mais c'est encore jouable pour les Raptors s'ils terminent très bien la saison. Je suis retourné voir nos derniers pronostics. On s'était arrêté au match qui va avoir lieu mercredi prochain
contre Détroit. Et figure-toi qu'on était pas mal finalement, puisque les Raptors sont en 31-22. Tu avais dit 30-25. 3-2 sur le mois de février, sur le début du mois de février. Pour l'instant, les Raptors sont en 2-1. 2-1, ouais. Donc, c'est encore totalement faisable de faire 3-2. Et moi, c'est pas le mois de février qui est bon, puisque j'avais dit 4-1. Il faudrait qu'ils gagnent les deux. C'est encore faisable. Ouais, c'est faisable. Mais j'avais dit 32-23. Il reste 2 matchs. On est à 31-22. Si les Raptors en gagnent un et en perdent un, ils seront exactement à 32-23. Donc, on est tous les deux très très bons. Ouais. Toi, tu es très bon sur les pronostics du mois de février. On va voir, peut-être qu'ils vont gagner contre Détroit, on va en parler. Ouais. Mais s'ils ne gagnent pas contre Détroit et qu'ils gagnent contre Indiana ce week-end, tu auras été bon sur ce début de mois de février. Et moi, j'aurais été bon sur le global. Donc, affaire à suivre le calendrier. Avant la pause du All-Star, c'est Indiana ce dimanche et Détroit mercredi. Après, ça sera la pause jusqu'au 19 février. Les Raptors vont faire 2 déplacements dans la région des Grands Lacs. À Chicago le 19 et à Milwaukee le 22 février. Ensuite, ils vont jouer 2 matchs à domicile, mais 2 matchs qui s'annoncent très très compliqués contre les 2 meilleures équipes de l'Ouest, Oklahoma City et San Antonio. Et ensuite, déplacement à Washington. Attention, Washington, c'est pas très bon, mais ils viennent de gagner contre Détroit. Donc, on ne sait jamais avec ces équipes-là. Dis-moi un petit peu, quel est ton pronostic sur les 7 derniers matchs de ce mois de février et comment tu le vois? Sur les 7, moi j'ai pensé 4 victoires pour 3 défaites. Et donc ça commence ce dimanche contre Indiana. Comme on l'a dit, Indiana c'est vraiment la dernière équipe. Mais là, ils viennent d'avoir Zubac transféré. Et donc la taille, ce qui est un problème avec les Raptors. Mais je me suis dit que c'est un match que les Raptors peuvent gagner. Donc, j'ai pensé qu'ils pouvaient gagner contre Indiana, contre Chicago, contre Milwaukee. Mais Oklahoma, San Antonio, ça va être difficile. Mais ils peuvent aussi gagner contre Washington. Parce que Washington, ils ont quand même eu le splash de la trade deadline, mais les joueurs qu'ils ont eus ne sont pas disponibles pour jouer présentement. Donc, Washington, ce serait une équipe à prendre. Donc, 4 victoires pour 3 défaites. Je pense que tu as eu le même pronostic. Mais pareil, et on serait du coup à la fin du mois. J'ai le même pronostic et les mêmes victoires, les mêmes défaites. Défaites contre Détroit, Oklahoma, San Antonio. Malheureusement, les Raptors qui continuent la série contre les équipes plus fortes. On serait du coup à 1-13 contre les équipes au-dessus. Mais je pense qu'on va suivre cette logique. Et du coup, les Raptors qui, à la fin du mois de février, seraient à 35 victoires pour 25 défaites. Ça ferait 10 victoires de plus que les défaites. Ça serait excellent, comme diraient nos annonceurs. Nos annonceurs. Ce qui va être plus intéressant maintenant, c'est se pencher sur le mois de mars, qui sera le dernier gros mois de compétition. On y est. On va déjà y être pratiquement. Le mois de février qui passe déjà très vite. Les Raptors au mois de mars vont jouer 15 matchs. Ils vont en avoir seulement 6 à domicile, 9 à l'extérieur, dont un voyage de 5 matchs de suite à l'extérieur. Alors, je vous détaille un petit peu tout ça. New York à domicile, Minnesota à l'extérieur, réception de Dallas, déplacement à Houston et à la Nouvelle-Orléans. Ensuite, réception de Phoenix, de Détroit, nouveau déplacement à Chicago, déplacement à Denver, déplacement à Phoenix, déplacement à Utah, déplacement aux Clippers. Et ensuite, 2 réceptions, la Nouvelle-Orléans et Orlando. Et ensuite, un nouveau déplacement à Détroit. Ça s'annonce quand même corsé, Patrick. Qu'est-ce que tu penses ça va être de ce difficile. Mois de mars? Moi, j'étais très ambitieux. J'étais très ambitieux. J'ai pris 9 victoires pour 6 défaites. Et donc, je me suis dit, bon, il y a des équipes sur papier où ça ne devait pas être un problème. New Orleans, Chicago. J'ai mis Orlando aussi parce que New Orleans c'est 2 fois. Ouais. J'ai mis Orlando parce que même s'ils nous ont battu le dernier match, c'est une équipe qu'on peut battre. Qu'on doit battre si on joue bien. Surtout à la maison. Oui. Alors je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas battu New York. Chaque fois qu'on a joué contre eux, ils nous battent. Alors s'il y a que est là et que
ils ont l'esprit revanchard. Il faut absolument combattre New York. Et puis, pourquoi pas ne pas prendre Dallas aussi. Donc, ce qui ferait à peu près 9 victoires pour 6 défaites. C'est des souhaits, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je te suis sur le fait que, en fait, j'ai pas été trop optimiste, mais je pense que avec le retour de Jakob Poeltl, cette équipe peut avoir un niveau meilleur encore que ce qu'elle a affiché jusqu'à présent. Tout va dépendre de son état de santé, mais avec lui en plus, l'expérience qu'a engrangé CMB, Mamou dans leur rôle, avec des rôles élargis, on va voir ce que va donner Trace, mais vraiment les Raptors peuvent faire plus peut-être, et peut-être gagner contre des équipes contre lesquelles on s'y attend pas. Donc moi, j'étais en 8-7, je suis resté autour des 50%. On ne peut pas faire 50% avec 15 matchs. Donc ouais. J'ai penché plus du côté des victoires que des défaites. Toi, tu es en 9-6, c'est pas si loin que ça. Moi, je me suis dit tout simplement qu'on allait encore gagner contre les équipes qui ont des bilans qui sont en dessous d'une autre. Donc ça fait Dallas, New Orleans, Chicago, Utah, ouais. Les Clippers aussi, ouais. La Nouvelle-Orléans encore. Donc ça fait 6 matchs. Orlando 7. Et après, j'espère en prendre un des deux contre Phoenix. Ça fera 8. Ouais. Mais on peut penser qu'il y a un exploit possible contre Détroit, qu'on joue 2 fois. Oui. Pourquoi pas les battre une fois. Un exploit peut-être possible contre Minnesota, là-bas. Pourquoi pas. Les Raptors ont montré qu'ils pouvaient leur tenir tête. Ça sera compliqué parce qu'ils se sont renforcés. Mais bon, qui sait. Et ensuite, Denver, ça risque d'être compliqué. Et puis voilà, c'est ce que j'ai dit contre Détroit. Et Houston, ça risque d'être dur parce qu'il y a beaucoup de taille. Mais pourquoi pas, Houston a laissé filer des matchs en ce moment. Ouais. On ne sait pas dans quel état ils seront d'ici là. Donc voilà, je pense que c'est assez raisonnable. Et du coup, on serait en 43-32 pour moi et en 44-31 pour toi. Si on nous avait dit déjà que les Raptors allaient gagner 44 matchs cette saison, on aurait signé tout de suite. Là, il reste encore le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est 7 matchs, 4 à domicile, 3 à l'extérieur, avec maintenant l'habituelle double confrontation contre le Heat en avril. J'ai l'impression que ça fait chaque année qu'ils nous mettent ça désormais. Cette fois, ça sera 2 matchs à domicile. À domicile, ouais. On a eu un match à l'extérieur à Miami, un match à domicile à Toronto. Cette fois, les deux seront à domicile pour Toronto, qui va jouer 4 matchs à domicile, 3 à l'extérieur. Je vous donne les matchs. Et là, c'est intéressant parce qu'il y aura probablement des équipes qui seront en train de tanker. Sacramento, Memphis, Boston, Miami 2 fois, New York et les Brooklyn Nets. Quel est ton bilan et comment tu vois cette fin d'année pour les Raptors, cette fin de saison régulière? C'est bon de finir avec Brooklyn. On va voir notre ami Ochai Agbaji, dernier match de la saison. Moi, j'ai pensé que sur papier, Sacramento, Memphis et Brooklyn, ça ne devait pas être un problème. Et puis, j'ai pris un des 2 matchs contre Miami. Donc, ça fait 4 victoires pour 3 défaites. Mais Miami, on peut les battre 2 fois. Parce que même, j'étais surpris qu'ils n'ont pas eu aucun mouvement dans le trade deadline. Ils n'ont rien fait. Donc, peut-être ils sont satisfaits avec ce qu'ils ont. Mais c'est une équipe qu'on peut battre. On les a battus déjà. 2 fois, je pense. 2 fois déjà. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, mais j'ai quand même gardé 4 victoires pour 3 défaites. Ce qui amènerait la saison à 48 victoires contre 34 défaites. Ça fait longtemps que les Raptors n'ont pas eu 48 victoires. Donc, on pourrait finir la saison en force et puis être parmi 648-34. Je pense qu'on sera dans le top 6 facilement à l'Est. Donc, pas de play-in. Donc, on est directement en play-off. Donc, on est prêt déjà fin de la saison, mois d'avril, d'aller à la Scotiabank Arena et d'avoir l'énergie des playoffs qui nous manque depuis quand même pas mal d'années. Jurassic Park. Moi, je suis en 4-3 comme toi. J'ai joué la prudence sur les équipes qu'on doit battre absolument et 1 sur 2 contre Miami. Mais en fait, en y réfléchissant et par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que Miami, c'est typiquement l'équipe qui nous réussit très bien, l'équipe qui a le profil qu'on peut battre. Mais je me dis que aussi eux, ils vont devoir peut-être cravacher sur la fin de saison. Ils vont peut-être en arracher un à Toronto. Mais au final, si tu fais des exploits 1 ou 2 de plus au mois de mars et que tu gagnes les matchs que tu dois gagner et tu fais 1 ou 2 exploits
au mois d'avril et que tu gagnes les matchs que tu dois gagner, tu peux être à plus de 50 victoires. Bah oui. Et ça serait exceptionnel. Mais nous, on est resté mesurés. Moi, je suis à 47-35, c'est déjà très bien. 48-34, c'est très très bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à nous faire part de vos pronostics. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est trop optimiste? Est-ce que maintenant, vu les résultats, vous êtes plus optimiste que ça? Est-ce qu'on peut envisager une saison à 50 victoires pour les Raptors? Ça nous intéresse d'avoir votre avis. On va se quitter là-dessus. On va vous diffuser cette superbe entrevue avec Gershon Yabusele qui a explosé sur les réseaux et chez nos confrères médias français, puisque c'était la première fois que Yabusele s'exprimait après son transfert. Donc, profitez-en. Et nous, on va se laisser là-dessus. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! Let's go Raptors! Et à la semaine prochaine.